Salut l'équipe, on se retrouve pour parler du troisième épisode du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, un épisode qui fait suite aux deux précédents qui avaient été dévoilés lors du grand lancement de la saison 1. Cet épisode 3 était un épisode tout à fait banal, c'était pas l'épisode qui m'a le plus transporté, loin de là, j'ai beaucoup plus préféré l'épisode 2, et celui-ci, ce qui était intéressant, c'est que on se fixait beaucoup plus sur certains personnages, les histoires suivent les chemins tracés dans les deux premiers épisodes, et là où c'est intéressant, c'est que, à force de regarder cet épisode, j'ai tendance à dire que les intrigues commencent petit à petit à se mélanger, et qu'il y a fort à parier que les histoires vont se rencontrer inexorablement dans les terres du Sud, là où le mal semble plus ou moins émerger de nouveau. La réalisation de cet épisode 3 est ma foi fort sympathique, j'ai beaucoup aimé les décors proposés, les nouvelles musiques qu'on peut entendre, mais aussi et surtout découvrir la grande île de Númenor avec ses immenses constructions qui font plus ou moins le lien avec les grandes constructions des hommes au troisième âge en Terre du Milieu. Par contre, il y a quand même certaines choses qui m'ont pas trop plu, notamment une séquence où l'on peut voir un warg, et ce warg, il est tout à fait ignoble. Alors c'est peut-être moi, j'aime pas du tout ce design un peu qui fait beaucoup plus penser à un chien, je préférais ceux que Peter Jackson avait fait qui ressemblaient beaucoup plus à une espèce de hyène ou de fauve mélangé avec des lions ou des chiens sauvages. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un chien qui a la rage et qui ne ressemble à rien, qui a la bouche à moitié défigurée et qui bouge dans tous les sens. J'ai pas aimé cette séquence, mais c'était assez anecdotique dans l'épisode, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et j'espère que les prochains wargs que nous verrons seront bien plus réussis, parce que celui-là, ça passe pas. Non, franchement, il était très moche, ce warg. Et pour un épisode 3, il y avait trois grands axes qui se dégageaient. Tout d'abord Arondir, ensuite Númenor et enfin les Hobbits. Ce seront donc logiquement les trois points que je vais aborder dans la partie un peu plus spoilante à travers mon analyse et avis de ces différentes séquences. On commence par Arondir, l'elfe qui a été capturé par des orques à la fin de l'épisode 2. J'ai beaucoup apprécié ces nombreuses séquences dans l'épisode qui nous permettent de voir toute cette culture des orques, le fait qu'ils étaient cachés dans les cavernes à la base et qu'ils commencent petit à petit à ressurgir des profondeurs de la terre, et là où c'était intéressant, c'est que le réalisateur a essayé de jouer un petit peu sur le fait que les orques à la base ce sont des créatures qui craignent la lumière, et en réalité on peut le percevoir tout au long de cet épisode parce que les orques se cachent sous des structures qui laissent filtrer très peu de lumière, et en plus ils portent des vêtements blancs pour essayer justement de ne pas attirer la chaleur ni la lumière, et c'était très bienvenu de la part des prothésistes et maquilleurs d'utiliser cela pour montrer que les orques à la base ce sont des elfes pervertis par le seigneur du mal Morgoth qui a décidé de les transformer en créatures viles et asservies pour justement pervertir la création des elfes qui avait été créée par le père de toutes choses, Eru Ilúvatar. C'est donc tout un symbole lorsqu'on voit un orc arriver avec un casque, et ma foi, tous les orcs qu'on voit dans cet épisode sont très réussis. En plus, ce sont des acteurs qui portent des prothèses, et je ne le dirai jamais assez, les prothèses c'est la vie, à l'inverse du Hobbit qui avait des orcs à la fois digitaux et quelques-uns qui étaient en prothèse. La très grande majorité des orques de la trilogie de Peter Jackson étaient en images de synthèse. Dans Le Seigneur des Anneaux, on n'en avait pas beaucoup en images de synthèse, et là en fait le fait de revenir à quelque chose de beaucoup plus crédible à ce niveau, ce n'est pas pour me déplaire, au contraire, parce que les orques transpirent de réalisme. Et là aussi où c'est intéressant, c'est que il y a un orc qui est joué par un acteur qui s'appelle Jed Brophy, et cet acteur, il a joué énormément de personnages dans les deux trilogies de Peter Jackson. Il a joué un orc, un elfe, un Rohirrim, un Nazgûl je crois aussi, mais aussi et surtout le nain Nori dans la trilogie du Hobbit, et donc le revoir jouer là aussi un orc dans cette série, ça fait un peu le lien entre les deux trilogies et cette série, donc je trouvais cette petite anecdote assez amusante et je voulais vous la partager. En plus, un peu plus tard, on a une séquence assez tendue entre un orc et les elfes, et j'aime beaucoup cette séquence parce que c'est là qu'on voit toute la perversité de l'orc qui essaye un peu de se faire passer pour un gentil tortionnaire, et au moment où il voit que l'elfe est en train de boire et qu'il commence à laisser sa nuque sans défense, il va lui trancher la gorge, et j'ai trouvé cette séquence assez tendue parce que je m'attendais vraiment à ce que l'orc passe à l'attaque à un moment, ou que l'eau soit empoisonnée, ou qu'il balance quelqu'un, ou qu'il fasse quelque chose, et là au moment où il coupe la gorge du pote d'Arondir, franchement, très bonne séquence de tension qui montre que les orques ne sont clairement pas là pour faire de la figuration et qu'ils auront une certaine personnalité, chose qu'il y avait là aussi dans les deux trilogies de Peter Jackson qui permettait d'avoir un
réel enjeu avec les personnages et leurs antagonistes. Toute cette séquence de tension était notamment l'occasion de voir le fameux warg que j'ai assez critiqué en tout début de vidéo et que je continuerai de critiquer parce qu'il est laid et il est moche, hein, ce warg vraiment je ne peux toujours pas me l'encadrer. Mais par contre là où j'ai beaucoup aimé la symbolique, c'est qu'à un moment l'orque va demander à Arondir de couper l'arbre, les elfes refusent parce que les arbres c'est quelque chose de sacré pour eux, et Tolkien justement avait toute cette sensibilité dans les livres où les personnages bienveillants étaient définis par leur rapport avec les arbres et les personnages malveillants aussi, c'est-à-dire que Saruman est un personnage négatif parce qu'il va ordonner de couper les arbres autour de sa forteresse. Arondir est quelqu'un de gentil, mais en coupant un arbre, eh bien il va s'excuser auprès de l'arbre en lui disant qu'il fait cela malheureusement parce qu'il n'a pas d'autre choix et s'il veut sauver ses amis, il est obligé de transgresser et de couper un arbre, chose qui est pour l'instant impensable pour un elfe. Une séquence de combat avec des légolasseries où l'elfe va sauter dans tous les sens, ça rend bien, il y a des petits ralentis, le combat n'est pas brouillon, les autres personnages essayent de s'échapper et on voit qu'en fait ils ne peuvent pas s'échapper, et là où c'est intéressant c'est que toute cette séquence nous permet peut-être d'entrevoir la naissance du Mordor, parce que en fait à l'époque le Mordor était un territoire plus ou moins délaissé et Sauron, on ne sait pas comment il s'est accaparé cette terre pour créer cette terre de désolation. Maintenant, est-ce que les orques utilisent des prisonniers pour creuser la terre et essayer de justement détruire toute la beauté de la nature qui environne la région? Est-ce qu'ils essayent de creuser pour avancer dans des galeries et créer tout un réseau souterrain? Est-ce qu'ils vont creuser plutôt pour essayer de réveiller une arme? Parce qu'à un moment, les elfes sous-entendent peut-être qu'il y a une arme cachée. Est-ce que ça serait le Balrog qu'on a vu dans la bande-annonce et qui exploserait en sortant de sous la terre, faisant naître un peu le Mordor comme on le connaît, une terre de désolation, asséchée, où le feu est légion? Ou bien est-ce que les orques essayent un peu de creuser jusqu'à quelque chose? Pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas je pense qu'on est en train de voir la naissance du Mordor tel que nous le connaissons dans les films. Et la fin est assez intéressante parce que ils vont amener Arondir devant Adar et en fait on n'arrive pas à savoir qui est encore ce personnage. Certains pensent que c'est Sauron parce que l'un des elfes le dit, pourquoi prendre un nom elfique alors qu'on est un méchant? Ce personnage est pour l'instant totalement énigmatique et je reste quand même persuadé que c'est un elfe déchu parce que les derniers posters qui nous avaient été dévoilés nous permettaient d'apercevoir une épée qui est très ressemblante à celle qu'utilisaient les elfes lors du prologue, mais aussi et surtout à celle de Galadriel, donc à voir si ce personnage n'est peut-être pas relié aux autres elfes. Affaire à suivre dans le prochain épisode. En tout cas ils savent gérer la tension parce qu'ils coupent au moment où on commence à déflouter le visage du personnage, donc là aussi c'est bien joué et j'espère qu'on en apprendra davantage dans le prochain. Viennent ensuite les nombreuses séquences de Númenor avec Galadriel et Halbrand qui sont recueillis sur le navire du capitaine Elendil et emmenés jusqu'à l'île étoilée de Númenor. Ça nous permet d'avoir une véritable découverte de l'île qu'on attendait depuis si longtemps et là je trouve que le résultat est absolument incroyable. Visuellement, je trouve que ça s'inspire beaucoup de la Grèce antique avec les grandes statues, les visages, toute cette pierre blanche qui ressort, le fait qu'il y ait un espèce de métissage culturel qui rappelle un petit peu tout le bassin méditerranéen avec les Grecs, les Phéniciens, toute cette idée de colonisation aussi sur le territoire de la Terre du Milieu, parce que les Núménoréens ont créé des colonies comme le faisaient les Grecs à l'époque. Je vous rappelle que Marseille à la base c'est une colonie grecque et il y a d'autres villes dans tout le pourtour méditerranéen qui sont à la base des cités grecques et là aussi c'est très intéressant parce que en fait Númenor, son surnom c'est Atalante. Je vais pas spoiler pourquoi, mais Atalante ça ressemble beaucoup à Atlantide et en fait c'est pour rappeler un peu ce côté mystère, cette île mystérieuse qui serait apparemment engloutie sous les eaux, le mythe de la cité grecque ultime. Et bien Númenor c'est un peu ça, c'est le mythe de la cité humaine ultime, ce royaume des hommes un peu caché qu'on ne connaissait pas. Et bien en fait avec Galadriel et Halbrand, on voit qu'il s'est totalement développé et architecturalement parlant, je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à la Grèce antique avec les symboles, les couleurs, le fait que les personnages ont des espèces de toges, les symboles sur les murs, les codes couleurs, le bleu, le jaune, et franchement c'est très réussi. La musique aussi avec des tambours et des sonorités un petit peu méditerranéennes, j'aime beaucoup tout cela et ça va de pair avec la description faite de l'île dans les livres. Et là aussi où c'est intéressant, c'est que dans
dans les livres, on ressent une certaine tension entre les elfes et les Núménoréens, et dans la série, c'est la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'ils voient Galadriel, les Núménoréens sont très méfiants vis-à-vis d'elle. En plus, Galadriel, c'est la commandante de Gil-galad, donc qu'est-ce qu'elle fait là? Et ça permet d'avoir toute cette tension et même cette prétention des hommes, parce que on voit qu'ils se moquent d'elle, qu'ils essayent un petit peu de se jouer d'elle, et là aussi c'est intéressant parce que Núménor, sur la fin de son existence, eh bien elle était réputée pour être très arrogante, la grande majorité des hommes qui la peuplaient se pensaient à l'égal des dieux, et ça se ressent dans toute la démesure architecturale, la richesse avec l'or qui est omniprésent, mais aussi et surtout les caractères des personnages qui laissent transparaître toutes ces tensions. Là aussi, quand je parle de tension, c'est qu'en réalité, il y a un roi dans le passé qui a décidé de rompre le contact avec les elfes de Gil-galad, et en fait, c'est peut-être pour ça que Galadriel n'est pas totalement satisfaite d'arriver dans cette île et qu'elle n'a qu'une envie, c'est de s'en échapper, et en fait, elle va se rendre compte que à l'intérieur de l'île, il y a quand même des hommes en qui elle peut avoir confiance, qui ont gardé tout ce rapport amical avec les elfes, et elle va retrouver cela avec Elendil, personnage qui est là aussi présent dans les livres et qui est dit pour être un ami des elfes. Donc là aussi, c'était très intéressant de montrer cela. En plus, Galadriel, elle va l'accompagner jusqu'à sa demeure, avec une séquence à un moment, c'est vrai, qui est très bizarre, mais moi perso, ça m'a fait ni chaud ni froid, c'était à la fois cringe, mais pas trop. C'était le moment où elle était sur la plage et elle avait un smile, mais incroyable, où elle était toute contente d'être sur la plage avec son cheval. Et pourquoi avoir voulu faire un ralenti comme ça pour montrer la robe qui se déplie avec le vent, Galadriel qui est toute contente? Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, ça reste un mystère, mais c'est une séquence à la fois gênante et en mode, bon bah, elle est là, voilà. Je sais pas quoi en dire, pour moi elle est assez inutile, mais visuellement comme elle est réussie, bah je vais pas trop la critiquer. Elle est là, voilà. C'est le ralenti bizarre, on va dire que c'est un clin d'œil à Zack Snyder, hein. C'est plus simple, on va dire que c'est ça. Hein. Et toute cette séquence, c'est l'occasion de voir en fait la maison d'Elendil qui est de l'autre côté de l'île, et en fait il a une immense bibliothèque qui est protégée et qui permet de conserver les secrets du monde, et c'est justement là que Galadriel va avoir l'idée d'inverser le symbole de Sauron et qu'elle va se rendre compte qu'en fait c'est une région en Terre du Milieu. Effectivement, c'était assez facile à déduire et beaucoup l'avaient déjà pressenti sur les réseaux sociaux, et en fait ça permet aussi de faire le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure où les régions des terres du sud étaient dominées par le mal, avec la zone de Tir Arad, les Haradrim, les hommes entre guillemets mauvais qui ont décidé de rejoindre Morgoth au premier âge et qui décideront aussi en grande partie de rejoindre Sauron au deuxième. Et bien tout cela va coïncider avec le fait qu'Halbrand est un personnage assez casse-cou qui va essayer de voler d'autres personnages pour s'intégrer dans l'île, et à un moment, et bien quand il est dans le cachot et qu'il parle avec Galadriel, j'ai beaucoup aimé cette scène parce que, en plus de renvoyer à Aragorn qui fuit son passé et qui ne veut pas être véritablement le roi du Gondor, eh bien Halbrand il fuit lui aussi son passé et sa destinée, refusant là aussi d'être un roi. Le roi de quelle région, vous me direz? Eh bien le roi des terres du sud, rien que ça. Et là où c'est intéressant, c'est que Halbrand il refuse totalement cet héritage, parce que pour lui c'est un héritage maudit, car les hommes du sud ont prêté allégeance à Morgoth, et il a peur lui aussi de prêter allégeance au mal, de quoi laisser peut-être préfigurer certaines choses, notamment des théories. Et oui, il en fallait des théories sur Halbrand, et c'est vrai que beaucoup préfiguraient qu'il deviendrait peut-être un Nazgûl. C'est encore à l'étude, j'ai pas tous les éléments, mais c'est vrai qu'à un moment, lorsqu'il se fait bastonner dans la rue, eh bien il dit aux autres ne faites pas ça en mode faites pas ça sinon vous allez réveiller la bête, et lorsqu'il va se défouler sur eux, c'est vrai qu'il a une rage en lui, et peut-être que c'est ce côté un peu négatif, cette malveillance en lui qui ressurgit, et on va voir si plus tard il s'adonne totalement au mal et qu'il cédera à la tentation de Sauron en devenant l'un de ses disciples. Étant donné qu'on ne connaît l'identité que de deux Nazgûl, le roi sorcier d'Angmar et Khamûl qui est un oriental, on sait aussi qu'il y a 3 spectres de l'anneau qui étaient des seigneurs de Núménor et d'autres qui sont des rois des temps anciens. On ne sait pas de quel roi il s'agit, et peut-être que c'est un roi des terres du sud comme Halbrand, à moins que ça ne soit Théo qui ait récupéré l'épée du roi, une épée à la fois maudite et qui préfigure peut-être cela, à voir dans le prochain épisode si on a des réponses sur toute cette histoire. Et là où c'était intéressant, c'est que Elendil est vraiment mis en avant dans cet épisode. Il devient d'abord capitaine de son navire et il est nommé ensuite commandant pour avoir ramené Galadriel et sauvé certains personnages, et c'est également l'occasion de rencontrer Isildur, son fils, et
et Arnienne, sa fille, qui a été inventée par la série. Pour l'instant, je peux pas dire grand chose de ces deux personnages parce qu'on n'a pas eu suffisamment de choses à dire sur eux et je trouve qu'on ne les a pas côtoyés beaucoup. Par contre, là où j'étais soulagé, c'est qu'à un moment, Elendil va parler d'Anarion, son deuxième fils, et là j'étais vraiment soulagé parce que je n'attendais que ça, qu'il mentionne Anarion. Ça veut donc dire que le personnage existe dans la série, qu'il est potentiellement là et qu'il pourrait apparaître, parce que la saga de Peter Jackson l'avait un peu délaissé, le pauvre Anarion, et donc là, le fait qu'il soit au moins mentionné, voilà, il est là, au moins il n'a pas été remplacé par Eärnien, et du coup les gens vont être un petit peu plus calmes. Là aussi, je pense qu'il faut que tout le monde reprenne ses esprits. Pour l'instant, on en est qu'au 3e épisode, il faut un peu attendre et on dosera tout ça plus tard. Bref, tout le passage à Númenor, j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Il y avait des bons petits éléments qui étaient là. Le personnage de Pharazôn qui est tout d'abord un conseiller, on sent qu'il a une certaine perfidie en lui et j'aime beaucoup cela. Pareil, le fait que la reine Tar Myriel va parler à un roi dans une tour, je me souviens pas dans le livre qu'il y ait une telle mention parce qu'en général quand un roi meurt, eh bien c'est son enfant qui succède. Là, le fait que le roi est plus ou moins abdiqué ou été forcé d'abdiquer, il faudrait que je revoie l'épisode, je me rappelle plus trop. Et pareil, il faudrait que je compare avec le livre, mais à voir ce que c'est. Pour l'instant, c'est assez mystérieux, ou alors je suis passé totalement à côté du lore et il faudrait juste que je relise, c'est tout à fait possible. Et enfin, le 3e grand moment de cet épisode, c'était bien entendu les Hobbits, avec toute l'intrigue de l'homme tombé des étoiles, mais aussi et surtout en apprendre bien plus sur la culture des Hobbits. C'était un passage que j'ai beaucoup apprécié, le fait qu'on les accompagne petit à petit dans leur fête pour fêter le départ, et là aussi c'était très symbolique parce qu'à un moment on les voyait se déguiser avec des têtes de loups et ça rappelle un petit peu, vous voyez, les cultes anciens où on vénérait, où on faisait des fêtes en l'honneur des monstres qui vivaient dans les forêts, des monstres qui nous terrorisaient. Le fait de fêter tout cela dans la communauté avec la nourriture, les symboles de la paille et toute cette idée de marche, j'ai beaucoup apprécié cela. Et pareil, le fait que le Hobbit un petit peu chef de village décide de rendre hommage aux morts, c'était très bienvenu parce qu'on en apprenait beaucoup plus sur toute cette culture des Hobbits, et tout cela culmine le soir où la fête bat son plein avec celui qui officie comme chef des Hobbits qui va un petit peu clôturer la soirée en rendant hommage aux morts. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il rende hommage aux morts un petit peu de manière assez subtile en disant aux autres, ben voilà, lui il est resté coincé dans la neige, donc on rend hommage et on t'attend, c'est-à-dire que peut-être ce Hobbit reviendra un jour dans la communauté. Pareil, d'autres Hobbits qui ont été mangés par des loups, un qui a été tué par des piqûres d'abeilles, ou bien toute la famille de Poppy qui est morte lors d'un éboulement. Et là c'était une scène assez touchante parce que on voit vraiment toute l'émotion mise par l'actrice pour rendre hommage à cette famille, et j'ai trouvé cela très bienvenu. Ça permettait aussi de comprendre pourquoi Poppy est un personnage qui est aussi attaché à Nori, et le fait qu'elle ne veuille surtout pas la lâcher parce que Poppy en fait malheureusement elle n'a plus de famille et elle veut se raccrocher à cette communauté dont elle fait entièrement partie. Tout le fait de rendre hommage aux morts dans cette culture de la communauté, ça entre en contradiction avec la fin de l'épisode où l'on va voir les Hobbits partir faire leur grande migration, et en fait il y a aussi un peu cette culture de l'individualisme, un peu de nombriliste qu'on voyait déjà dans la saga de Peter Jackson où Bilbon Sake était assez nombriliste, il pensait à lui avant de penser aux autres. Et bien ça vient totalement en contradiction avec cette notion de communauté, le fait que les Hobbits pensent d'abord à eux et qu'en fait ils ne s'arrêtent même pas lors de leur progression et qu'ils laissent les autres derrière à la traîne. En fait je trouve ça assez curieux, mais d'un côté comme c'est totalement en adéquation avec le fait que les Hobbits sont très individualistes, et bien c'est tout à fait logique qu'ils soient dans cette optique là, et c'est intéressant de voir que ceux qui sont délaissés derrière la caravane peuvent être abandonnés à leur sort et qu'ils peuvent sortir du groupe. On t'attend, peut-être que tu vas revenir, peut-être pas, mais en tout cas on pense à toi parce que tu es quand même parmi nous et tu resteras parmi nous ad vitam aeternam. C'est quand même assez curieux d'avoir ce rapport de force là au sein de la propre communauté, parce que moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus d'entraide, et là c'est totalement l'inverse. On dirait qu'il y a un peu toute cette hiérarchisation et le fait d'être le plus devant possible pour éviter d'être délaissé derrière. Et pareil pour l'étranger, on n'en sait pas plus. À un moment la jeune Hobbit va voler des cartes des étoiles et le géant ne sait pas du tout de quoi il s'agit, ou alors peut-être qu'il semble déchiffrer des choses, et justement à ce moment on voit le feu qui redouble d'intensité comme s'il puisait sa force magique du feu. Alors
de qui il pourrait s'agir. Les cartes sont encore plus relancées et j'ai vu des théories comme quoi ça serait Gandalf et que la chronologie serait retravaillée, d'autres que ça serait les mages bleus par rapport à la note de Tolkien qui disait que les mages bleus étaient arrivés au deuxième âge alors que dans les livres on sous-entend qu'ils sont plutôt arrivés avec Gandalf, Saruman et Radagast au troisième âge. Ou bien est-ce que ça serait Sauron qui se serait réincarné à travers les étoiles, ou bien alors là j'ai vu une théorie totalement farfelue, est-ce que ça serait en fait le Balrog? Alors là, improbable, le Balrog qui se réincarne en homme. En fait, le Balrog, comme c'est un Maya, on part de ce principe comme quoi il pourrait se réincarner en ce qu'il veut. Mais dans les livres, eh bien, les Balrogs, une fois qu'ils ont donné totalement leur âme à Morgoth, ils vont rester des démons de feu, donc ils ne peuvent pas se réincarner en autre chose. Là, faut arrêter l'herbe du vieux Toby, là, ça suffit là. Pour moi, c'est clair, c'est un être magique. Maintenant, de qui il pourrait s'agir, là, pour l'instant, j'en ai pas la moindre idée. Bref, un épisode de transition, ma foi, fort sympathique, qui permet d'avoir certaines directions qui se dégagent. Espérons que l'épisode 4 va aller beaucoup plus loin et nous permettre d'en apprendre encore plus sur ces personnages et peut-être donner naissance à des intrigues qui vont se croiser. On ne sait pas, pour l'instant, l'avenir est totalement incertain et je m'en remets à cette dernière image d'Adar, un personnage totalement mystérieux dont j'attends beaucoup de choses. Bref, merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 3 en commentaire. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de l'épisode 4. Salut à vous!